L'Acréa vous présente le magazine des communes, Comme nous. Salut à tous, ravi de vous retrouver à Petit-Couronne pour un nouveau numéro de Comme nous. Au sommaire de votre émission de la culture avec le musée Pierre Corneille, nous vous proposons de découvrir ce qui fut la résidence secondaire du célèbre écrivain normand. Côté sport, nous ferons un détour au CRJS de Petit-Couronne, une structure qui accueille des sportifs de haut niveau et des futurs champions en formation. Au programme également un focus sur Petroplus. Au-delà des incertitudes qui demeurent quant à la pérennité du site, nous reviendrons sur l'histoire de la raffinerie de Petit-Couronne. Enfin, vous verrez que les Couronnais ont aussi la main verte, grâce notamment aux jardins familiaux. Mais avant ça, place à votre traditionnel tour d'horizon de la ville. Commune de plus de 9000 habitants, Petit-Couronne se situe sur la rive gauche de la Seine, en bordure de la forêt domaniale de l'Allon-de-Rouvray. La ville s'est notamment structurée autour de son industrie pétrolière. Un bassin d'emploi qui a permis à la commune de développer ses infrastructures. Piscines, jardins aquatiques et théâtres de verdure, autant d'éléments qui font de Petit-Couronne une ville agréable et dynamique. Il s'agit de la maison des champs de Pierre Corneille et de sa famille. Donc nous sommes dans un endroit où il faut privilégier le jardin, la nature, les espaces verts, tout cet environnement qui certainement existait de manière beaucoup plus large puisqu'il était question de 18 hectares tout de même lorsque Pierre Corneille et sa famille habitaient dans ces lieux, ou tout au moins lorsque ça faisait partie de leur patrimoine. Cette ferme manante du XVIIe siècle a été transformée en manoir puisqu'il faut se replacer dans la situation du XIXe siècle. En 1879, on ouvre ce musée qui est le premier musée Pierre Corneille en France. Il est évident qu'on ne peut pas ouvrir une ferme comme musée dédié à la gloire du Grand Corneille, qui était un des plus grands écrivains français de l'époque. On va transformer la ferme en manoir, on va supprimer le poulailler, la grange, toutes les dépendances qui finalement évoquent cet aspect agreste et rural. On a une lettre de Pierre Corneille qui indique qu'il revient d'un petit séjour au champ. Donc effectivement, on suppose qu'il est allé dans cette maison, peut-être donc pour une durée là indéterminée. C'est un petit peu tout ce qui est frustrant, je dois dire, quand on arrive dans cette maison. On sait que Pierre Corneille y a vécu, on sait qu'avec sa famille, ils y ont séjourné, mais qui faisait-il? Qui recevait-il? Quel était le quotidien? Là, il y a beaucoup de points d'interrogation. Pourquoi ce musée est accessible à tout le monde aujourd'hui? Parce que c'est une volonté en fait du département qui a été donc le premier à créer un musée Pierre Corneille. Et le but est de pouvoir toucher les publics les plus larges. Donc il ne suffit pas d'être érudit et de connaître par cœur les pièces de Pierre Corneille pour venir visiter ce musée. Et le jardin est très pédagogique puisqu'il y a une reconstitution sur une petite échelle de ce que l'on trouvait dans une ferme à l'époque. Donc les plantes herbacées, les plantes aromatiques, les plantes médicinales, les légumes du potager, qui sont des légumes du XVIIe siècle. Il y a en fait la volonté de montrer au public comment au XVIIe siècle, cependant, on pouvait vivre quand on s'appelait Pierre Corneille. C'est une piscine très familiale. Les enfants peuvent aller dans la pataugeoire et le petit bassin. Et les parents peuvent, s'ils le désirent, faire des longueurs dans le bassin qui fait 25 mètres de long. Donc le toboggan, il a été installé en 84. Il fait 50 mètres de long. Il faut descendre un par un. Il y a des règles à respecter, quoi.
L'été, c'est essentiellement ludique. Par contre, pendant l'année scolaire, on accueille des classes de Petit Couronne et des extérieurs. Le soir, on a des activités aquagym, cours de natation et le samedi matin, un club de bébés nageurs. Je vous propose de découvrir tout de suite le Centre régional jeunesse et sport de Petit Couronne, connu notamment pour l'excellence de son pôle baseball et judo. Figurez-vous que c'est ici que Teddy Riner a fait ses premières armes. Au CRJS de Petit Couronne, on accueille beaucoup de disciplines, que ce soit pour les stages, pour la formation professionnelle, mais plus particulièrement pour le haut niveau, on accueille un pôle France baseball. Et après, en pôle espoir, on accueille le basketball masculin et féminin, le judo masculin et féminin également, le hockey sur glace masculin, la natation mixte également et le tennis de table mixte également. Le pôle baseball est le pôle France que nous avons, puisque les autres sont des pôles espoirs. Donc pôle France, c'est le plus haut niveau, qu'il y en a seulement 2 en France, Toulouse et nous. Donc on est assez fiers effectivement et on se bat sans cesse pour améliorer les conditions d'accueil, pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner dans de meilleures conditions et qu'on continue à être en bonne concurrence avec le site de Toulouse. À Petit Couronne, on a un pôle France qui existe depuis 1997, qui était pôle espoir avant, pour s'occuper d'une catégorie d'âge qui était de 13-15 ans. Et on a évolué en pôle France depuis 2008, où là on a les catégories d'âge plus élevées, juniors et moins de 21, donc ça va de 16 à 21 ans. C'était un exemple, c'est Alexandre Roy qui a signé cet hiver avec une équipe professionnelle nord-américaine. Il a suivi en fait d'autres joueurs professionnels comme Joris Berg qui a été notre premier joueur signé avec une franchise nord-américaine il y a 5 ans maintenant. Donc il est dans cette droite ligne des joueurs à fort potentiel et il est en pleine activité, en pleine progression avec son organisation aujourd'hui. On espère qu'il ira très très loin. L'autre pôle qui est un petit peu à sortir du lot, c'est effectivement le judo, qui est, si ce n'est le meilleur, un des meilleurs pôles espoirs de France et qui compte un de ses plus gros effectifs sur notre structure, mais également sur la France. Nous sommes dans le dojo du CRJS de Petit Couronne en compagnie de Sébastien, le responsable technique du pôle espoir de judo. Alors Sébastien, expliquez-nous pourquoi le dojo de Petit Couronne a si bonne réputation et pourquoi on va trouver les meilleurs judokas régionaux espoirs, en tout cas ici. Alors on a la chance ici d'avoir eu des gens de renom qui sont passés par le pôle espoir, donc ça explique un peu sa bonne réputation, que ce soit Teddy Riner ne présente plus. On a eu également Romain Buffet qui était titulaire aux derniers Jeux Olympiques en 90 kg qui est passé par la structure. Dimitri Dragin, champion du monde par équipe avec les équipes de France au mois d'août également. Et puis un voisin, Hugo Legrand, qui lui n'était pas sur la structure mais qui est Grand Quevillier, que l'on connaît très bien et que l'on voyait régulièrement. Donc une bonne réputation de ce côté. Et toute cette vitrine a pu se mettre en place grâce au travail de la direction jeunesse et sport à Haute-Normandie en 1994 quand le pôle a été lancé. L'intérêt de ce sport, c'est qu'on peut être tous très différents. C'est un sport éminemment technique, donc il y a un gros travail technique à la base, mais les morphologies importent peu puisque on peut être tout petit, comme faire 2 mètres et faire 100 kg. On a un sport à catégorie de poids, donc chacun peut s'exprimer. Le point commun, c'est effectivement la rigueur, c'est le travail au quotidien.
que c'est un sport qui demande un gros investissement sur le plan technique pour pouvoir réussir. On cherche c'est la performance à long terme. Donc c'est pas d'être champion du monde cadet, c'est d'être champion olympique senior. Donc pour cela, on va ouvrir un maximum le panel technique et les obliger justement à essayer de rechercher le maximum d'habiletés motrices, ce qu'on appelle les habiletés techniques et motrices fondamentales en judo, de façon à avoir le bagage le plus complet. La raffinerie de Petit-Couronne, elle a commencé à tourner, à produire vers 1929. Le pétrole était très riche, donc était généreux. Il faut savoir qu'à la belle époque, et même quand elle tourne plein tonneau, c'est près de 100 petites entreprises, pas tout le temps, mais qui en boucle tournent pour la raffinerie. C'est pas rien. On dit la Shell, oui, parce que c'est resté le nom le plus longtemps. Elle tournait à plein rendement dans les années plutôt 68, après 68. On fait une distillation, il y a des colonnes qui sont faites. Dans les colonnes, on passe dans des fours. Dans les fours, on ressort à une température bien déterminée. Ça arrive dans les colonnes, ça distille et on obtient, disons, les produits finis. Mais beaucoup plus compliqué que ça, attention. En fait, moi je suis un peu la deuxième génération de ces émigrés de l'intérieur qui sont venus pour une grande partie de Spézet. Donc un certain nombre de ces Bretons ont travaillé pour beaucoup d'entre eux à la raffinerie ici, soit à la construction, soit ensuite en production. Shell avait une grande place dans le monde, et en France en particulier. Si on regarde toutes les stations qu'il y avait, tous les produits qui sortaient, c'était quand même important. Et on était les premiers en bitume, en qualité bitume qui sortait pour faire du routier. Au niveau de la ville, il est clair que la présence d'une raffinerie comme celle-là a apporté énormément de choses. Dans la mesure où la taxe professionnelle à l'époque était perçue directement par la ville, la taxe professionnelle rapportait des subsides importants. Mémé a toujours été généreuse. Mémé, c'est la raffinerie. Et donc, que ce soit la piscine, le stade de l'AAC, où tout le sport petit-couronnais a démarré. Et ensuite, l'AAC, ça s'interpénètre complètement avec la ville de Petit-Couronne. Ensuite, c'est devenu le club de Petit-Couronne, mais la Shell était évidemment la raffinerie à l'origine. Oui, socialement, c'était plutôt une réussite. Les gens étaient plutôt fiers de travailler dans des industries, en particulier comme celle de la raffinerie. Je pense que les gens, c'est le cas de Pierre Mioch, qui a une certaine fierté d'avoir travaillé dans la raffinerie, mais c'est le cas de beaucoup des salariés ici. Vous savez, à l'époque, on était Petit-Couronne, enfin Shell, c'était, c'est vrai, c'était quelque chose, quoi. La raffinerie, c'était une vraie fierté, ouais. C'était des beaux métiers, quoi. Le métier du pétrole, c'était quand même assez valorisant. Ouais. C'était une ambiance magnifique. Bon, il y avait disons, on était bien soudés entre nous, quoi. L'association s'est créée en 1994. Avant tout, c'était un choix social de pouvoir permettre aux gens de cultiver une parcelle de terrain à moindre coût. C'est un petit coin de verdure. La Seine est à 100 mètres derrière nous. Donc ça nous permet de récupérer l'eau par capillarité avec des puits. On a différents puits dans les parcelles. On a donc 184 parcelles qui varient entre 100 mètres carrés pour la plus petite jusqu'à 310 mètres carrés pour la plus grande.
On a la chance d'avoir une variété de gens éclectiques. On a par exemple des Portugais, des Marocains, des Algériens, des Turcs, Italiens. Enfin, c'est quand même intéressant et chacun a une façon de cultiver sa terre complètement différente. On peut deviner presque la nationalité des gens quand on fait des visites de jardin. J'aime le contact de la terre, j'aime le contact de l'eau et je suis pipelette, j'aime le contact des êtres humains. Dès toute petite, dans mon pays, j'avais mon petit jardin plein de fleurs. Je récupère un petit peu de menthe marocaine, je récupère de la menthe portugaise et je récupère surtout, il y a des gens qui récupèrent des animaux. Moi, je récupère chaque plante que je peux pour mettre dans mon jardin. On fait tout ce qu'on peut trouver sur un marché. Ail, échalotes, oignons, les petits pois, les haricots, les salades, les radis. Et puis au moins quand on mange le fruit de notre travail, on a l'impression que c'est meilleur parce que c'est du bio. Hein, C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite toutes les informations pratiques concernant Petit Couronne. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien, ciao ciao. Mais là, je t'ai pris. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, mais idéalement, c'est plutôt là. Non, idéalement, c'est bon.